sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La reconnaissance du président Julius Maada Bio au président Alassane Ouattara pour le soutien de la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone au cours des récentes élections générales dans ce pays et le soutien à la candidature de la Sierra Leone à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Un message porté par 2 émissaires à Abidjan. Baccalauréat 2023, 346 910 candidats démarraient ce lundi les épreuves écrites dans 551 centres sur tout le territoire ivoirien. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé la composition dans la ville d'Anyama au lycée moderne Alassane Ouattara. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall annonce ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. L'éventualité d'une nouvelle candidature avait nourri les débats ces derniers mois dans ce pays. Bienvenue à tous. Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, exprime sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour le soutien de la Côte d'Ivoire au cours des récentes élections générales dans ce pays et également le soutien apporté par notre pays à la candidature de son pays, la Sierra Leone, à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président du Parlement de Sierra Leone et le président du Parlement de la CEDEAO étaient porteurs de ce message auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. On voit le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. 2 personnalités, toutes venues de la Sierra Leone. Elles sont, en tant qu'émissaires du président sierra-léonais, reçues ce lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces personnalités de rencontrer le chef de l'État ivoirien en vue de lui exprimer la gratitude de son homologue sierra-léonais pour son soutien dans le cadre des récentes élections générales sur le sol sierra-léonais. C'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçu en ce jour par son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. À noter que c'est à l'issue de ces dernières élections générales en Sierra Leone que le président sortant, Julius Maada Bio, est élu pour un autre mandat à la tête de son pays. Et ces récentes élections générales en Sierra Leone ont aussi été couvertes entièrement par la rédaction RTI. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi et c'est la commune d'Anyama qui a accueilli la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le lancement de la composition qui évalue 346 910 candidats dans 551 centres sur tout le territoire ivoirien. Le point de nos reporters avec Grace Kando. Le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama, choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2023. Dans ce centre, exclusivement réservé aux candidats libres, nous retrouvons dans cette salle Prudence, une candidate en confiance. Je suis déjà prête, je ne suis pas stressée. J'ai fait différents cours de renfort avec mes professeurs, donc j'espère avoir le bac cette année. Quelques minutes plus tard, ouverture de l'enveloppe scellée en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Maria Toukone donne des conseils d'usage aux candidats. Vous avez étudié, on vous a donné votre chance. Ce que vous avez étudié là, vous avez un objectif, réussir à avoir le bac pour faire quelque chose. Donc, ne ternissez pas l'image du pays en nous tirant vers le bas avec les cas de fraude. Pour ce premier jour, les candidats abordent les épreuves de français et d'histoire-géographie. Cette session 2023 enregistre 346 910 candidats répartis dans 551 centres. J'ai choisi le commentaire composé qui parle de l'importance de la femme dans la société. Il arrive à comprendre le sujet, bon, c'est un peu facile. J'ai choisi la dissertation littéraire.
Je trouve le sujet un peu aisé, je trouve ça abordable. J'arrive à comprendre les différents points. Après le lycée moderne Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale s'est aussi rendue au lycée moderne d'Anyama. De l'avis des superviseurs, tout se déroule bien. Pour l'instant, en tout cas, les choses se passent bien. Rien à signaler. Nous espérons que les choses vont se poursuivre ainsi jusqu'à la fin. Dans tous nos centres, nous en avons 58 et pour l'instant, tout se passe bien. C'est un message d'encouragement à tous les candidats sur l'ensemble du territoire. Nous sommes à Niamey, c'est vrai, mais le message que nous portons, c'est bonne chance à tous les candidats. Et cette année, nous n'avons pas eu de problème particulier parce que le quantum horaire a été respecté, il n'y a pas eu de grève. Et au nom de cela, nous pensons que les résultats, pour les personnes vraiment qui ont étudié, les résultats devraient progressivement s'améliorer parce que tout le monde est dans la dynamique de la lutte contre la fraude. Les compositions se poursuivent jusqu'au 7 juillet. Les résultats sont attendus le 24 juillet prochain. Et puis le baccalauréat cette année fait barrage à la fraude. En plus des consignes données dans les salles d'examen, un dispositif de vidéosurveillance est installé dans les centres de composition, qu'ils soient publics ou privés, aussi bien à Abidjan que dans les autres villes du pays. Ce dispositif de sécurité anti-fraude est présenté par Khalil Diomandé et Didier Nguessa. Aucune marge de manœuvre pour les fraudeurs en cette session du baccalauréat 2023. Aux premières heures de la matinée, au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama, les équipes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation actionnent le système de vidéosurveillance. Une multitude de caméras de haute technologie dissimulées aux alentours des centres de composition, à l'intérieur des salles de classe et aux abords des blocs latrines. Les faits et gestes des candidats sont scrutés dans les moindres détails, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Toutes ces caméras sont connectées à des points dans les différentes villes. Et chaque ville est rattachée au serveur central que nous appelons le data center, qui est au niveau d'Abidjan. Donc depuis Abidjan, nous pouvons prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les établissements. Contrairement à la session du baccalauréat 2022, cette année, les établissements privés comme publics sont tous concernés par la vidéosurveillance. Dans chaque établissement, nous avons un surveillant vidéo sur place. Nous avons 4 équipes de supervision, c'est-à-dire les équipes de supervision prennent le contrôle de ce que les surveillants locaux font. Depuis l'instauration de ce dispositif, des progrès sont enregistrés en matière de lutte contre la tricherie aux examens à grand tirage. En 2020, nous avions plus de 16 000 cas de fraude. En 2021, nous en avons eu un peu plus de 10 000. En 2022, nous sommes arrivés à 4 000. Les cas de fraude diminuent. Nous souhaitons la tolérance zéro pour la Côte d'Ivoire. Tolérance zéro contre la fraude, un vœu cher à la ministre de l'Éducation nationale. Ici, au lycée municipal Simone et Yves Gbagbo de Yopougon, à défaut de la vidéosurveillance, les enseignants munis de détecteurs de métaux s'attellent à dépouiller les candidats de tout objet compromettant. Un point d'honneur est mis sur le portable, parce que le portable est l'un des éléments les plus utilisés. Donc, on se dit que si on réussit à leur soutirer cet élément, on aura une baisse considérable de la fraude. Nos candidats doivent travailler d'eux-mêmes, fuir la fraude, car nous savons que nos candidats sont intelligents. Cette année n'a pas été émaillée d'interruptions de cours. Les enfants ont donc reçu le bagage intellectuel qu'il faut pour aborder dans la sérénité les épreuves de cette année. Les candidats fraudeurs sont ajournés et interdits de se présenter aux examens sur une période de 1 à 3 ans. Ils s'exposent également à des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 3 ans, assorties d'une amende de 30 000 francs à 300 000 francs CFA. Voilà un dispositif pour faire barrage à la tricherie. C'est un instrument qui a fait ses preuves et le reportage a été commenté par Grace Kando. Le débat d'orientation budgétaire 2024-2026 se poursuit au Sénat.
Après l'Assemblée nationale, la semaine dernière, le ministre Moussa Sanogo a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Le compte-rendu de la séance avec Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat. En sa possession, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Le débat d'orientation budgétaire s'ouvre donc devant la Commission des affaires économiques et financières présidée par le sénateur Moïse Koumoué Kofi. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est à l'ère du budget-programme. Sur cette période, l'évolution économique et financière restera conforme aux ambitions de développement du pays. La vision du président de la République Alassane Ouattara, mise en œuvre par le gouvernement. Ainsi, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 a enregistré une hausse de 20,5% par rapport au budget 2023 pour s'établir à 14 088,5 milliards de francs CFA. Ce niveau devrait continuer de s'accroître pour atteindre 15 301,5 milliards de francs CFA en 2025 et 16 627,5 milliards de francs CFA en 2026. Les ressources du budget de l'État de Côte d'Ivoire dans les 3 années à venir resteront dominées par les recettes budgétaires, des ressources de trésorerie et des recettes des comptes spéciaux du Trésor. La structure des dépenses budgétaires s'établit comme suit. Investissement 40,4%, environ la moitié. Charges salariales 25,4%. Dette publique 15,6%. Achat de biens et services 9,6%. Et enfin, les transferts 9%. Un ambitieux programme qui tire sa source du PND 2021-2025. Les dépenses du budget de l'État programmées sur la période 2024-2026 sont en cohérence avec les objectifs fixés dans le plan national de développement 2021-2025 qui s'articule autour des priorités du gouvernement, notamment en matière d'éducation, de santé, de logement et d'équipement collectif. Des questions pour enrichir le débat, pour aboutir enfin à la bonne compréhension. Lorsque vous prenez une dette auprès de votre banque pour construire une maison, on ne peut pas vous le reprocher. Donc la Côte d'Ivoire travaille, lorsqu'elle doit s'endetter, à faire en sorte donc qu'elle puisse renforcer la compétitivité de son économie avec davantage d'infrastructures de transport, de bonnes routes, de production d'électricité. Ce qui importe, c'est de s'assurer que la dette est en adéquation avec l'évolution de nos ressources. Et c'est le travail auquel nous nous attelons tous les jours. Et je crois que jusqu'à présent, nous avons une situation qui est plutôt maîtrisée. Après le débat d'orientation budgétaire, va suivre le collectif budgétaire et la loi de règlement. Et nous braquons à présent nos caméras sur l'Italie, où s'est ouvert samedi dernier la 43e session de la conférence de la FAO qui se poursuit donc dans les locaux de cette institution. Et après l'élection du nouveau directeur général à la tête de la FAO, place aujourd'hui aux réflexions sur les différentes parties régionales de la planète, des réflexions qui se tiennent sur la lutte contre l'insécurité alimentaire ou encore la gestion de l'eau pour les exploitations agricoles. Je vous propose de suivre l'intervention de la Côte d'Ivoire avec le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, suivant ce rapport de Mamadou Kwasi. Selon le rapport 2022 du SOFI, 828 millions de personnes souffrent de la malnutrition et de la faim dans le monde. Si rien n'est fait, 8% de la population mondiale sera confrontée à cette situation de famine en 2030. Une véritable préoccupation qui est au centre des échanges à cette 3e journée de la 43e session de la conférence de la FAO. Les différentes parties du monde ont fait leurs propositions pour la transformation structurelle de l'agriculture pour faire face à l'insécurité alimentaire tout en prenant en compte le changement climatique. C'est le cas du groupe des 77 et la Chine, dont la parole est portée par la Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons les activités menées par la FAO au profit des pays en développement. À cet égard, nous pensons que le débat sur la gestion de l'eau au cours de la conférence est d'une grande importance et devrait rester lié au mandat de la FAO en vue de promouvoir l'efficacité dans l'utilisation de l'eau et de fournir des solutions pour surmonter
les situations de stress hydrique. Le groupe des 77 et la Chine souhaitent également mettre en évidence et souligner les priorités identifiées par nos conférences régionales, car leur mise en œuvre améliorera les systèmes agroalimentaires. Les 132 pays membres du groupe des 117 et la Chine interpellent également la FAO sur les nouvelles orientations dans le fonctionnement de l'organisation. Au nom de ses pairs du groupe des 117 et la Chine, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, invite à mettre la sécurité alimentaire et la malnutrition en priorité pour la prochaine décennie. Nous assistons depuis 2022 à une politisation et à une polarisation dans l'ensemble du système de gouvernance de la FAO qui nous ont empêchés de parvenir à un consensus, inhibant ainsi notre capacité à traiter de nos intérêts au cœur du mandat de l'organisation. Par conséquent, nous rappelons l'importance de traiter les questions relevant du mandat principal de l'organisation, à savoir la sécurité alimentaire et la nutrition, et de revenir au principe fondamental de la prise de décision par consensus. Les travaux de cette 43e session de la conférence de la FAO vont se poursuivre jusqu'au 7 juillet prochain en mettant en avant d'autres points pour le développement de l'agriculture, dont la gestion des ressources en eau. Et ici à Abidjan, des réflexions ont été ouvertes ce jour sur la poste africaine, l'évolution de la poste africaine et la transformation numérique et l'innovation. Des réflexions à l'initiative conjointe de l'UPU et de la Poste de Côte d'Ivoire. 45 pays membres de l'UPU prennent part à cette réunion. Le développement de Léon Brou. L'Union postale universelle UPU, partenaire de l'Union africaine des télécommunications pour le basculement du secteur africain de la poste au numérique. Les postes de Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin, elles, fusionnent leurs ressources pour améliorer leurs services. Des accords, somme toute, de la révolution numérique comme voie de la révolution postale qui ouvre les réflexions sur le thème « La poste africaine », cap sur la transformation numérique et l'innovation. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue autant une menace qu'une opportunité pour la poste. Le commerce électronique peut accroître les besoins de livraison et Internet, favoriser le développement de nouveaux services. Adapter la poste à la révolution numérique pour lui réinventer des services. L'Union postale universelle, l'Union panafricaine de la poste et l'Union africaine unanime, eu égard à la baisse du trafic du courrier face à la montée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces organismes jugent le potentiel du continent favorable, 1 milliard d'habitants et un produit intérieur brut de plus de 40%. De nombreux opérateurs postaux disposent encore d'une infrastructure Internet déficiente et offrent des services limités par les canaux numériques. Cet aspect est fondamental pour la transformation numérique des services postaux et nous invitons l'ensemble des pouvoirs publics à honorer cet engagement sur la question de l'accès à l'Internet. Appel entendu par le gouvernement selon le représentant du Premier ministre Patrick Achi, pour qui la poste reste un outil privilégié du développement socio-économique. Les postes peuvent être dans leur transformation des pôles de génération de revenus eu égard aux nouvelles missions qu'elles conduisent dans l'atteinte des objectifs du développement durable et dans la création de millions d'emplois suite à l'explosion du e-commerce et du numérique. Ce soutien attendu de l'État ne se résume pas forcément ou seulement à des appuis financiers, mais à apporter de la clarté juridique dans l'exercice de l'activité postale dans nos pays respectifs. Ce forum africain des leaders postaux, le premier à l'initiative de l'Union postale universelle et de la Poste de Côte d'Ivoire pour arrimer la transformation de la Poste aux directives du Congrès de l'UPU tenu 2 ans plus tôt à Abidjan. Les travaux s'achèvent le 5 juillet 2023.
Et cette rencontre entre une institution de la République et les populations ivoiriennes, la Cour des comptes se présente aux populations de la région du Poro comme un instrument de cohésion et d'unité nationale. On en parle dans ce reportage de Ami Sissoko. La Cour des comptes ne veut pas seulement contrôler les finances publiques. Elle affiche son engagement à contribuer à la vulgarisation de l'architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire pour un comportement plus citoyen vis-à-vis d'elle. Et cela à travers des conférences publiques, d'où celle de l'Université Peleforo-Gonklubali sur le thème « Cohésion sociale et unité nationale, contribution de la Cour des comptes » animée par le professeur Kambali Diomandé, le président de la Cour des comptes. Les lois et les règlements par lesquels s'exerce la gouvernance publique ont un effet sur la confiance individuelle et collective au cadre juridique institutionnel de la gouvernance. Ces cadres doivent contribuer à la fortification du ciment national. Pour le conférencier, l'impunité peut entraver la cohésion sociale, l'unité nationale et la paix. Il a aussi précisé que seul le président de la République, les présidents des institutions et les ministres ne sont pas concernés par le contrôle de cette juridiction. Si les citoyens ont l'impression qu'ils ne sont pas égaux devant la répartition des biens publics, c'est le début des emmerdements. Donc, cette égalité et cette équité sont les conditions d'un ressenti individuel et collectif de non-discrimination, de non-exclusion et de non-frustration. Si la gouvernance n'aboutit pas à ça, si elle est contraire à ça, c'est le lit des fractures. Au terme de son exposé, le président de la juridiction suprême de contrôle des finances publiques s'est prêté aux questions de l'auditoire qui a affiché aussi son satisfecit. Il nous a enrichis. Il nous a permis de savoir qu'on peut aboutir à une société paisible si on vote des lois que tout le monde accepte et si tout le monde profite des retombées financières du pays de façon égale. Je ne savais rien sur la Cour des comptes, mais aujourd'hui j'ai beaucoup appris sur la Cour des comptes et je suis très heureuse. Nous avons compris maintenant beaucoup de choses. C'est quoi la cohésion sociale? Quels sont ses facteurs et qu'est-ce que nous devons faire en tant que citoyens pour que la paix règne ici dans notre pays? Des exemplaires du manuel sur l'architecture institutionnelle de la Troisième République ont été offerts aux autorités, collectivités, élèves, policiers et étudiants par Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État Gilbert Kafanakone. Nous prenons des nouvelles des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a rendu visite aux pèlerins du contingent étatique. C'est une visite pour transmettre les salutations et les encouragements du président de la République Alassane Ouattara et inviter ces pèlerins à prier pour le chef de l'État et également pour la Côte d'Ivoire. Les prochaines élections locales se tiendront en septembre prochain ici en Côte d'Ivoire. Mamadou Touré a été accueilli dans le Haut-Sassandra, à qui il se présente comme candidat pour les élections régionales. Le développement avec Éric Corré. Au cours de cette rencontre avec les femmes d'Issia, Mamadou Touré, candidat du RHDP dans la région du Haut-Sassandra, dévoile son programme avec en ligne de mire le développement au profit des populations sans exclusive. Une rencontre de contact et de proximité pour s'imprégner des réalités de ces femmes rurales. À quelques mois de ces échéances électorales, la proximité avec ces femmes va mettre en lumière leurs besoins. L'occasion leur permet de se prononcer. Il est venu pour vous. Il est venu pour vous parler. Femme d'ici, vous voulez être heureuse. C'est lui qui est la solution. Je vous le confie et je vous le remercie. Mamadou Touré a rassuré ses hôtes issus du département d'Issia sur plusieurs projets en leur faveur. L'utilisation des femmes est au cœur des priorités du gouvernement et sera au cœur des priorités de nos actions. Le développement, c'est une affaire de tous. Je souhaite qu'au-delà de nos divergences politiques, qu'on soit de l'opposition, du pouvoir, de la société civile, on puisse une fois faire consensus autour de questions de développement. En tout cas, nous, on s'est engagés à faire en sorte que l'équipe que nous allons conduire soit une équipe représentative de toutes les sensibilités, et donc en genre,
en idéologie politique, société civile, pour que toutes ces intelligences se mettent ensemble pour impulser le développement de notre région. L'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans la vision du RHDP, a ajouté Mamadou Touré. Et pour joindre à la parole, des dons en munéraire, en matériel roulant et des broyeuses ont été offerts à ces dames venues des 6 cantons du département d'Issia. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly annonce des journées commémoratives du 3e anniversaire du décès de l'ex-premier ministre. Les festivités vont débuter le 6 juillet prochain et seront marquées par des dédicaces d'ouvrages littéraires parlant de la vie d'Amadou Gon Coulibaly. Il est également prévu un voyage à Korogo. C'est un programme qui est annoncé par Moussa Konaté. Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet 2020. Depuis son rappel à Dieu, l'Institut de formation politique qui porte son nom s'est engagé à pérenniser les valeurs et l'engagement politique de l'ex-premier ministre. La commémoration de la date anniversaire du décès de feu Amadou Gon Coulibaly est désormais inscrite dans le programme d'activité annuel de l'Institut. Le lancement de ces journées se fera cette année au cours de la cérémonie de graduation des auditeurs de l'Institut, donc le jeudi 6 juillet 2023 à partir de 10h au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. À l'issue de cette cérémonie, les activités suivantes seront organisées. Une activité de dédicace de l'ouvrage autobiographique intitulé « Le cœur et l'esprit », écrit par Venance Kounan et Zial Limad. Ces journées prendront fin avec un voyage des jeunes auditeurs à Korogo pour s'incliner sur la tombe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a été créé le 8 janvier 2021. Les premiers auditeurs, au nombre de 94, ont reçu leur certificat de formation le 8 juillet 2022. 55 personnes de la deuxième promotion recevront leur parchemin. Et ce lundi a également enregistré un décès dans la classe politique ivoirienne. Le professeur Francis Romain Vanga-Vaudier s'est à jamais endormi à l'âge de 87 ans. Il a été fondateur du Parti ivoirien des travailleurs et a été du 25 juillet 2011 au 3 février 2015 président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, ministre de l'enseignement supérieur de 1998 à 1999. Alexis Ouedraogo nous raconte la vie de l'homme. Le maître du droit. Le professeur Francis Romain Vanga-Vaudier a tiré sa révérence. Ce lundi, à l'âge de 87 ans, le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, celui qui a été président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire du 25 juillet 2011 au 3 février 2015 et ministre de l'enseignement supérieur de 98 à 99, s'en est allé. Francis Vaudier était un juriste de renommée internationale. Né en 1936, il était l'une des plus brillantes figures de droit constitutionnel et de droit international public d'Afrique. Le monde universitaire salue ce lundi ce titulaire d'une double agrégation de droit public et sciences politiques, diplôme obtenu en Algérie en 1973, puis en France en 1984. Véritable modèle, Francis Vaudier a été le tout premier doyen de la faculté de droit de l'université d'Abidjan-Cocody en 1980. Il est le fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme depuis 1987. L'illustre disparu était aussi un homme politique, plusieurs fois candidat à la présidentielle. Mais parce que l'homme naît, grandit et meurt, ce lundi, le maître du droit range sa toge. Et voilà, Francis Vaudier à jamais endormi, puis son âme reposer en paix. Et une nouvelle qui a déjoué les pronostics sur la prochaine présidentielle au Sénégal. Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat sur l'élection prévue en février 2024. L'éventualité d'une nouvelle candidature suscitait depuis des mois dans ce pays une vive polémique. Ses détracteurs reprochaient au président de vouloir instrumentaliser à sa faveur les règles de la nouvelle constitution du pays,
qu'il a lui-même fait adopter en 2016. Macky Sall laissait pour sa part entendre que le Conseil constitutionnel avait tranché cette question et que, du point de vue du droit, rien ne l'empêchait de se représenter pour la présidence. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point d'information. Merci de nous avoir suivis.